L'humanité est une mosaïque de cultures, de diversité, de croyances, d'histoires, mais nous avons une source commune. Nous vivons dans un même lieu, un même espace limité, en équilibre fragile, dans la périphérie d'un univers infini. C'est la Terre, cette petite planète bleue vue de l'espace. Nous devons prendre particulièrement soin de sa biodiversité, car il en va de notre propre survie à court terme. Du 10 au 21 novembre 2025, à Belém, a lieu la COP 30, 30e conférence sur les changements climatiques. La trajectoire est d'éviter un réchauffement de nature à mettre la population en danger. Les conséquences sont déjà là, sous nos yeux, avec l'élévation du niveau des mers menaçant les États insulaires, les presqu'îles, les côtes, les sécheresses en Afrique, les ouragans aux Caraïbes, les typhons en Asie, les canicules mortelles et les incendies en Europe, la fonte des glaces, les pandémies, les problèmes de santé publique, l'affaissement des habitations. Nul ne peut feindre d'ignorer cette réalité. Météo France a réalisé un rapport intitulé Le futur climatique de l'Hexagone et de la Corse, avec des étés de plus en plus caniculaires, avec une augmentation des nuits chaudes, avec la réduction de nombre de jours de gel, avec des pluies intenses plus fortes, avec une diminution de la ressource en eau, avec davantage de sécheresse, avec un risque de feu de forêt généralisé, avec un enneigement en baisse, pour signaler l'urgence d'adapter notre société. Ce rapport nous alerte et il fournit aux décideurs locaux un grand nombre d'indicateurs climatiques proposant ainsi une véritable aide à la décision en matière d'élaboration des stratégies d'adaptation au changement climatique. Le débat budgétaire au Parlement était l'occasion de mettre en cohérence les politiques publiques avec les objectifs climatiques. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Pour justifier leur coupe budgétaire, un des arguments le plus souvent répétés par les responsables de la dette serait que nous allons laisser un fardeau pour les générations futures. Ils oublient de mentionner la transmission de notre patrimoine national de 20 000 milliards d'euros. Par leur inaction, ils n'évoquent pas leur culpabilité dans la détérioration rapide de notre environnement et la soutenabilité de la vie sur Terre pour les générations futures. Sensibilisés par cette question universelle, de nombreuses personnes ont déjà adopté un mode de vie plus sobre. Mais dans un monde où certains se promènent sur la planète, en jet dans le ciel, en yacht sur les océans, sèment des guerres, profitent des ventes d'armes, polluent à grande échelle, affament les populations, détruisent des forêts, signent des traités de libre-échange, construisent des autoroutes en Amazonie ou entre Toulouse et Castres, nous devons agir collectivement. Il est temps de passer au tous ensemble. Le capitalisme financiarisé épuise les humains et les écosystèmes. Construire une société de l'harmonie avec la nature suppose donc de rompre avec ce système. Le fossé s'élargit entre les discours et la réalité. Les subventions aux combustibles fossiles ont atteint un niveau record de 7 000 milliards de dollars. Le temps des engagements volontaires est terminé. Exigeons des engagements contraints, avec un indispensable renforcement du droit pour la reconnaissance de la notion de crime contre la nature. Au niveau national, le gouvernement est dans le déni. Il refuse d'orienter son budget pour investir massivement. Sous prétexte de compétitivité, il privilégie la rente. Il a encore prévu une coupe budgétaire pour les collectivités locales de plusieurs milliards en 2026. Pourtant, les collectivités locales sont en première ligne pour intervenir, pour décarboner les déplacements, pour isoler les logements, pour assurer une protection agricole saine et locale. La bataille pour le climat est une bataille pour la démocratie en exerçant une pression nationale et internationale pour une vaste mobilisation des populations sur l'ensemble de la planète contre des pouvoirs autoritaires et réactionnaires. Et je conclurai mon propos avec ce proverbe africain cité par Antoine de Saint-Exupéry: nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Et je me tourne maintenant vers notre invité pour lui poser cette première question. Julien, en tant que chercheur et habitant de Carbone, vous êtes témoin des changements climatiques sur notre territoire. Que pouvez-vous nous dire des évolutions climatiques et en particulier de la récurrence et de la multiplication
des aléas climatiques ces dernières années. Ok, merci beaucoup pour l'invitation et pour la question. Oui, donc effectivement, je suis habitant de Carbone et j'ai été cette année directement touché par les conséquences du réchauffement climatique, puisque j'ai sur le terrain que j'ai en bord de Garonne, j'ai 12 arbres qui sont tombés, donc certains de plus de 25 mètres de haut, là, qui sont tombés sur le terrain où j'habite. Des grands résineux, et donc il y en a 11 qui sont tombés pendant la tempête Nils, et le dernier qui est tombé pendant Pedro. Et donc j'ai vu pour la première fois vraiment des conséquences très concrètes du réchauffement climatique, puisque là on était en train de parler de la combinaison d'une forte tempête avec également des pluies qui ont été extrêmement importantes. Et ça me donne l'occasion de rappeler que on parle souvent du réchauffement climatique avec ce seul mot qui fait allusion à la température moyenne. Donc on se dit, bon, il fait un peu plus chaud. Mais en fait, tout ce que montrent mes collègues scientifiques sur le sujet, c'est qu'il ne s'agit pas seulement juste de la température moyenne qui augmente. Quand on est dans un monde plus chaud, par exemple, en fait, on a plus de vapeur d'eau, donc on va avoir des précipitations qui sont également modifiées. Donc ça c'est également, on le voit dans les modèles climatiques. Et c'est pas seulement la moyenne, c'est aussi la répartition au cours de l'année qui peut changer. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à assister à finalement avoir une saison sèche, qui est plus sèche, et un hiver qui est plus pluvieux. Alors ça, c'est dans notre région, mais ça peut être aussi différent dans d'autres régions du monde, différent dans d'autres régions de France également. Donc c'est pas, il n'y a pas de règle absolue là-dedans. Mais surtout, ce que cache mal finalement cette notion de température moyenne, c'est tout ce qui est extrémat de température. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment des extrémats de température qui sont extrêmement importants et qui sont d'ailleurs pas toujours très très bien prédits par les modèles climatiques. Par exemple, il y a eu une très grosse canicule en Europe en 2023, et là, les collègues climatologues étaient en fait surpris par les valeurs qui étaient atteintes, des maximums qui ont été atteints en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. Parce que finalement, les extrémats de température, c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à produire dans les modèles, parce que c'est rare, c'est localisé, etc. Alors que les températures moyennes sont relativement bien prédites. Donc on a ces extrémats de température, on a l'augmentation de l'importance et de la force des tempêtes, et tout ça a des conséquences très concrètes sur la vie des gens, et notamment, en particulier, sur l'agriculture. J'en discutais avec des collègues qui sont agriculteurs en plus d'être scientifiques, et qui me disaient que ça devient de plus en plus compliqué de savoir quand est-ce qu'on doit planter le blé finalement. Parce qu'on sort d'une saison dans laquelle on a beaucoup de pluie, on peut pas aller avec les tracteurs dans les champs, etc. Et puis il y a une transition avec une période qui est vraiment très sèche dans laquelle on peut avoir des canicules. Alors dans tout ça, quand est-ce qu'on plante le blé, c'est pas toujours, ça devient plus compliqué qu'avant. Et puis j'ai un collègue maraîcher de Carbone avec qui je discutais tout ça l'autre jour, et qui me disait, ouais, mais en fait on s'aperçoit qu'on est plus aucune saison ne se ressemble. Effectivement, on rentre dans une période où on a un espèce de chaos climatique, quoi. Et ça devient très compliqué de prévoir, ou même de profiter de l'expérience qu'on avait accumulée pendant des décennies d'agriculture sur nos territoires, pour se dire, bon ben voilà, je sais que si je fais ça, ça va plus ou moins fonctionner. Et là, on commence à avoir de moins en moins de règles. On ne sait pas exactement où on va en termes climatiques. Donc, c'est cette espèce d'incertitude aussi qui rend l'agriculture, qui est quand même à la base de nos besoins fondamentaux, plus compliquée. Alors, c'est vrai que l'agriculture nous a percuté, il y a une crise agricole, il y a souvent des crises agricoles, encore une en début d'année, et c'est vrai que cette perte de repères, comme tu disais, de transmission, les pères, les grands-pères faisaient ça, ce qui peut aussi expliquer le fait que ce malaise agricole, ça accentue le malaise agricole, et surtout avec le manque d'eau. Et justement, je voulais savoir, mais toi qui as vécu ça directement, en quoi cela impacte ou nourrit ton travail de chercheur, et quels conseils, parce que là on fait des constats, on constate, tu vois, les moyennes de température, il y a des extrêmes, ça a des impacts directs sur la vie des gens et sur l'agriculture. Et quels conseils aurais-tu, je vais te tutoyer, ce sera Oui, plus fluide, ça marche. aurais-tu à apporter pour que nous soyons collectivement mieux préparés pour anticiper la suite au niveau de la population, au niveau de la production, et puis au niveau des transports, pour qu'on puisse déjà alerter les pouvoirs publics, et puis tout simplement la population, parce que là, autour de nous, plus personne ne peut nier le changement climatique parce que ça nous impacte directement.
et quelle action Mhm. on pourrait mettre en place rapidement ou simplement ou collectivement. Ouais. Vaste question. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire à la fin, sur plus personne ne peut nier le Mm. réchauffement climatique. Alors ça, si tu veux, c'est quelque chose qui est justement qui est extrêmement surprenant parce que finalement, on se disait avec les collègues scientifiques il y a encore une petite dizaine d'années, quand les impacts du réchauffement climatique vont devenir extrêmement visibles, ne pourront plus être niés. Alors là, on le voit avec les méga-feux, Ouais. la sécheresse, etc. Donc là, c'est clair. Il devrait y avoir à ce moment-là une prise de conscience citoyenne le fait que du coup on va se mettre en mouvement parce que là on n'est plus en train de parler de prédiction de modèles, de petites courbes qui augmentent un petit peu mais qu'on ne ressent pas. Là, plus personne ne peut nier, on sent dans notre corps le réchauffement climatique. Et on pensait que ce moment-là, donc qui arrive depuis maintenant je pense une petite décennie, je dirais l'été 2018 probablement était le début, mais en fait ça a pas eu ces conséquences-là d'abord. C'est qu'au contraire, on a l'impression que les forces qui s'opposent, les forces du déni, Mm. sont devenues de plus en plus puissantes. Et ça, du coup, c'est problématique. Alors, après, pour répondre à ta question, je dirais que la première chose qu'il faut avoir en tête, avant de parler d'adaptation, c'est de dire il faut absolument éviter que les choses empirent. Parce que là, je rappelle, on est pour l'instant, au niveau mondial, à 1,3 degré de réchauffement. L'accord de Paris nous enjoint de, si possible, rester à 1,5, donc ce qui paraît maintenant complètement hors de portée, et le plus possible, bien en dessous de 2 degrés pour éviter vraiment des processus irréversibles et vraiment catastrophiques. Et là, on s'aperçoit que déjà à 1,3, on a quand même des très grosses conséquences sur l'économie, sur l'agriculture, dans d'autres pays du monde. Et donc la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut absolument réduire le plus rapidement possible nos émissions. Ça, c'est vraiment pour éviter déjà, pour éviter que ça s'empire. Donc la meilleure adaptation, c'est déjà essayer de stabiliser la situation, de stabiliser les températures. Et ça ne peut se faire que en atteignant la neutralité carbone. C'est vraiment les lois de la physique qui nous le disent. Si on veut que les températures se stabilisent, on n'a pas le choix. Il faut qu'à un moment on réduise nos émissions. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est la physique qui nous le dit. Alors une fois qu'on a dit ça, après, oui, effectivement, il y a, comme on dit, il faut, on va dire, éviter l'ingérable. Donc ça, c'est éviter que la situation empire. Et puis gérer l'inévitable, c'est-à-dire là où on est. Là, on s'aperçoit qu'on a déjà un certain nombre d'effets concrets. Et là-dedans, là aussi, ce que montrent bien les études scientifiques là-dedans, c'est que la première chose à éviter, c'est ce qu'on va appeler la maladaptation. La maladaptation, c'est quoi? C'est se dire, ok, on a un problème, c'est le réchauffement climatique, on va trouver des solutions. Mais le problème, c'est que ces solutions, peut-être qu'elles fonctionnent un peu ou pas à court terme, mais elles ont tendance à empirer le problème à court terme. Le plus évident, le plus connu, c'est la clim. C'est-à-dire en ville, on a chaud, on installe les clims. Et à ce moment-là, quand on installe les clims, en fait, on rejette de l'air chaud dans les rues, on crée des îlots de chaleur. Donc ça, c'est un exemple assez classique. Puis les clims consomment beaucoup d'électricité, mais également rejettent des gaz à effet de serre extrêmement puissants. Donc ça a tendance également à amplifier le phénomène. Même quand on parle de montée des eaux, puisqu'on commence à avoir des premières communes qui sont touchées par ce genre de problème, et évidemment, si on dézoome par rapport à juste la France, dans certains pays, on commence à avoir des zones qui sont vraiment submergées. En fait, construire des digues pour éviter tout ça, on peut le mettre dans la catégorie de la maladaptation parce que ça nécessite de construire des énormes infrastructures en béton qui vont émettre beaucoup de CO2, qui doivent être maintenues pendant des décennies, voire des siècles, et qui en plus peuvent parfois avoir des répercussions sur d'autres parties de la côte. Donc là aussi, il faut essayer de trouver des solutions qui n'empirent pas le problème. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, donc éviter ce genre de solutions. Donc oui, essayer de rafraîchir, mais avec les méthodes les moins énergivores possibles. Adapter l'agriculture, mais sans aller épuiser les nappes, par exemple, ou aller pomper dans les nappes pour faire des immenses réservoirs, parce qu'en fait, ça, quand on met de l'eau dans des énormes bassines, dans des méga bassines, on évapore beaucoup plus d'eau, de l'eau qui normalement serait dans les nappes. Donc il y a tout un ensemble de choses comme ça qu'il faut déjà, a priori, éviter.
de faire. Alors justement, je discutais avec des agriculteurs et dans la vallée, enfin dans la vallée de l'Alès, il y a beaucoup de producteurs céréaliers qui se sont tournés vers le maïs parce qu'ils ne peuvent pas faire pousser autre chose, parce que la terre n'est pas riche. On est un des départements ruraux peut-être avec les revenus agricoles les plus faibles de France. Et Mhm. donc, ils font pousser du maïs. Le maïs, gros consommateur d'eau, pardon, parce qu'il se récolte à l'automne, contrairement au blé. Donc, il faut l'arroser en juillet, en août et en septembre. Mhm. Donc, il y a de moins en moins d'eau disponible. Là, tu parlais de méga bassines, mais il parle souvent de retenue collinaire pour Oui, justement oui, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. arrêter l'eau. Parce que eux, ils seraient justement, on aimerait bien pouvoir retenir l'eau pour Mhm. arroser au lieu de pomper dans les cours d'eau comme l'Ariège ou la Garonne. Tout à fait. Et comment envisager justement l'avenir autour de la gestion de l'eau? Parce que eux, ils seraient prêts à faire pousser peut-être d'autres types de plantes, mais ils n'ont pas tellement le choix. Ils font pousser du maïs parce que il n'y a que ça qui pousse. Et là, quelle réponse on pourrait apporter aux producteurs, aux agriculteurs, tout en parlant de la gestion de l'eau? Qu'est-ce que tu penses des retenues collinaires qui pourraient être mis en place pour éviter que l'eau parte dans la Garonne et dans l'Ariège, ou quand il y a des inondations, ça part dans la mer. Et on n'est pas dans le cas des bassines qui justement Mhm. profitent à quelques-uns, puis c'est des gros espaces d'évaporation d'eau. Et je voulais avoir ton point de vue sur la gestion de l'eau et une alternative, je ne sais pas, une alternative au maïs. Qu'est-ce qu'on peut faire pousser? Avant, il y avait des vignes, c'est plus le cas, et ils ont mis du maïs. Pour beaucoup, c'est du maïs. Oui, oui, c'est clair. Alors effectivement, alors les retenues collinaires, c'est vieux, je dirais, comme l'agriculture. Il y en avait déjà chez les Mayas, le fait d'avoir des réservoirs d'eau, c'est très différent effectivement des méga-bassines Mm. qui consistent à vraiment pomper dans les nappes. Et là, donc ça, c'est quelque chose qui très clairement, il ne faut pas faire. Donc des retenues collinaires locales, pourquoi pas. Après, sur l'adaptation des cultures, là, très clairement, je sortirai de mon domaine de compétences, donc Ouais, oui. je vais pas m'aventurer sur cette question qui est extrêmement complexe. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné, on va atteindre des limites en termes d'eau qui est disponible. On sait que l'enneigement va diminuer, on sait que la Garonne, il y aura moins d'eau dedans, donc on sait qu'à un moment donné, on atteindra les limites de l'adaptation, le fait qu'à certains moments, certaines cultures pourront plus pousser. Donc ça c'est clair. Alors on peut continuer à essayer de le faire jusqu'à ce que ce moment-là arrive. Peut-être que l'anticiper et commencer déjà à changer de méthode de culture le plus en amont possible pour éviter de se retrouver à un moment donné vraiment face au mur sans avoir anticipé ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Je, du point de vue agronomique, ce que j'ai lu, c'est que quand même toutes les techniques d'agroforesterie Oui. étaient quelque chose de très, a priori, de très vertueux, Mm. puisque les arbres créent un microclimat local, ils contribuent au cycle de l'eau, donc ça c'est quelque chose qui est a priori plutôt bénéfique. Et globalement, tout ce que j'ai lu sur ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est que globalement, il fallait revenir à un modèle agricole où on évite les grandes spécialisations à l'échelle de la France, entre d'un côté des régions qui ne font que de l'élevage, d'autres qui ne font que de la betterave, d'autres qui ne font que telle culture, et que tout ce qui consiste à avoir sur un même territoire à la fois de l'élevage, de l'agroforesterie, de la culture céréalière, c'est quelque chose qui est extrêmement vertueux. D'une part parce qu'on a des cycles, pour plein de raisons, hein. On peut avoir des cycles courts ou locaux, c'est-à-dire que le fumier des animaux peut être utilisé localement. Le fait d'avoir des arbres, ça permet aussi de se protéger des gros effets de la chaleur, même quand on a de la culture céréalière. Donc c'est des choses qui sont plutôt vertueuses. Et puis ça permet aussi, je pense, sur nos territoires, de produire un ensemble de cultures qui sont nécessaires à l'alimentation. Donc pour produire sur son territoire la nourriture, je pense que c'est quelque chose auquel tout le monde aspire. Je pense que les agriculteurs et les agricultrices, comme les citoyennes et les citoyens, c'est quelque chose dont je pense que tout le monde serait content d'avoir. Et c'est également vertueux du point de vue purement de l'adaptation au réchauffement climatique. Ça, c'est clairement dit dans les études scientifiques sur le sujet. Et ça permettrait aussi pour le producteur de diversifier ses ressources. Oui, C'est-à-dire, au oui, lieu d'être en monoculture. oui. Là, on va prendre un peu de champ, on va un peu s'éloigner de la Haute-Garonne. On va regarder ce qui se passe actuellement en Iran.
Au Liban, avec la guerre, avec le contexte géopolitique qui fait monter le prix de l'essence à la pompe, et je pense que quand il arrive des périodes de crise, c'est peut-être là qu'il faut bifurquer. C'est quand on arrive à un moment de crise, comme tu disais, changement climatique, c'est vraiment qu'on est le nez dans le pare-brise, que les gens changent de direction. Et là, aujourd'hui, on pourrait se servir de la crise autour du pétrole pour changer de direction et accompagner notre sortie des énergies fossiles. Et au lieu de ça, la France ou même les États-Unis, enfin partout, ils ont débloqué des millions de barils qu'ils ont dans leurs réserves stratégiques aux États-Unis ou en France pour permettre de maintenir le système, réinjecter sur le marché, faire baisser le prix à la pompe au lieu de prendre d'autres mesures que nous préconisons. Et cela signifie que le gouvernement n'est pas prêt à faire un quelconque pas vers une autre politique. On continue malgré les guerres et au lieu d'utiliser cette circonstance. Et quel est ton avis ou tes préconisations pour sortir justement de la dépendance aux fameuses énergies fossiles où on voit qu'on a encore investi 7000 milliards de dollars pour la prospection pétrolière? Ouais. Alors peut-être avant de répondre à la question, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, j'aimerais juste rappeler un chiffre qui est quand même pour moi vraiment très emblématique de l'ampleur du problème. C'est qu'au niveau mondial, on a 80% de notre énergie qui dépend des énergies fossiles. Donc quand je dis énergie fossile, on est en train de parler du pétrole, du charbon et du gaz. 80% qui dépendent de tout ça. En France, on est dans une situation un petit peu particulière parce qu'on est vraiment le pays qui est le plus nucléarisé au monde. Donc on a notre électricité qui est bas carbone, mais l'électricité, c'est pas toute notre énergie. Et donc en France, on a quand même plus de 60% de notre énergie globalement qui dépend des énergies fossiles. Donc toute notre vie, en gros, qu'on le veuille ou non, qu'on soit content ou pas content des énergies fossiles, on ne peut pas actuellement s'en passer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du point de vue scientifique, il n'y a strictement aucun doute là-dessus. La majeure partie du réchauffement climatique, l'immense majorité, provient de la combustion de ces énergies fossiles. Et donc si on veut limiter le réchauffement climatique, il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter d'en brûler. Donc ça c'est très clair. Et le problème, alors parfois, souvent je dirais peut-être dans l'imaginaire collectif, il y a des gens qui pensent que bon, de toute façon, au bout d'un moment, on n'en aura plus, donc c'est pas un problème, quelque part le réchauffement climatique va s'arrêter lui-même parce qu'au bout d'un moment, on n'aura plus de pétrole, de gaz, etc. Donc ça, c'est vraiment une idée fausse que je voudrais vraiment combattre très clairement. Le problème est que nous avons trop d'énergie fossile par rapport à l'accord de Paris. Il faut qu'en fait, on ait entre 60 et 80% des énergies fossiles connues qui restent dans le sol. Donc en fait, ce n'est pas un problème. Autant parfois gérer la pénurie, on sait faire, on peut développer de nouvelles technologies. Là, on a un problème d'abondance. On a trop d'énergie fossile. Et gérer l'abondance dans notre système économique, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se mettre d'accord pour dire, en fait, on a ce truc-là, vous voyez, c'est plein d'énergie, c'est pas cher, ça fait plein de trucs trop bien, mais en fait, on ne va pas y toucher. Et donc c'est là qu'interviennent très clairement la politique. Là, les scientifiques ne peuvent pas trouver une méthode pour juste garder le charbon dans le sol. Voilà, c'est vraiment le domaine de la politique. Donc la première chose, c'est de réussir politiquement, à toutes les échelles, réussir à se passer des énergies fossiles par tous les moyens possibles. Alors là-dedans, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que techniquement, on a plein de voies pour permettre de s'en passer. On les connaît, elles sont sur la table, elles sont connues, c'est la boîte à outils. Et notamment, c'est ce qu'on va on va appeler globalement l'électrification. C'est-à-dire, en gros, transformer tout ce qui dépend actuellement des énergies fossiles par quelque chose qui va dépendre de l'électricité. Et ensuite, deuxième axe, évidemment, que cette électricité soit bas carbone. Parce qu'évidemment, si vous remplacez n'importe quel procédé par l'électricité, mais que cette électricité est produite par des centrales à charbon, ce qui actuellement, au niveau mondial, est la majorité, forcément, ça ne fonctionne pas. Donc il faut à la fois électrifier et à la fois produire de l'électricité bas carbone. Donc ça veut dire, par exemple, dans le domaine du chauffage, remplacer des chaudières à fioul par des pompes à chaleur, remplacer les voitures électriques les voitures thermiques par des voitures électriques, remplacer les procédés, beaucoup de procédés, on a encore parlé des engrais là, lors de la crise. La production d'engrais dépend du gaz naturel, on le découvre encore à l'occasion de cette crise, donc
électrifier les procédés de production d'engrais, etc., etc. Donc, tout ce qui peut être électrifié doit être électrifié si on veut se passer des énergies fossiles. Et ça nécessite aussi donc de développer au niveau mondial de la production d'énergie, d'électricité bas carbone. En France, on a déjà de l'électricité qui est bas carbone avec le nucléaire. Donc là, après, il y a deux écoles. Il y a les gens qui disent on va poursuivre avec le nucléaire ou bien on va remplacer le nucléaire par les ENR. Donc ça, je ne vais pas me lancer dans un débat là-dessus. Mais dans tous les cas, dans tous les scénarios, vu qu'il va falloir plus d'électricité, de toute façon, il va falloir plus d'énergie renouvelable d'une manière ou d'une autre, que ce soit du nucléaire plus des énergies renouvelables ou que des renouvelables. Dans tous les scénarios, en fait, il n'y a pas de scénario dans lequel il n'y ait pas d'augmentation des énergies renouvelables au niveau de la transition en France. Et au niveau mondial, c'est également le cas. Alors, la bonne nouvelle, là aussi, peut-être c'est quelque chose à rappeler, parce qu'on a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles dans le domaine de la transition écologique, mais c'est que les coûts du solaire, donc des panneaux photovoltaïques, ont diminué de manière incroyable au cours de la dernière décennie. Toutes les personnes qui anticipaient, faisaient des prédictions sur le prix du panneau photovoltaïque au niveau international se sont trompées et les prix sont beaucoup plus faibles. Donc actuellement, on a des projets assez gigantesques en fait de production d'électricité. En Chine, par exemple, actuellement, ils produisent des fermes solaires qui font, tenez-vous bien, 700 km². Okay. Donc là, on est vraiment en train de parler de projets énormes. Alors évidemment, si cette électricité supplémentaire bas carbone est utilisée à autre chose qu'à remplacer les énergies fossiles, par exemple à alimenter des data centers pour de l'intelligence artificielle, on a tout faux, quoi. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des impacts environnementaux qui sont non négligeables, évidemment, de 700 km² par exemple de panneaux photovoltaïques, c'est pas neutre, c'est beaucoup de matériaux, c'est beaucoup de pollution, c'est beaucoup de choses, mais à la limite, si ça nous permettait de faire cette transition et de nous passer d'énergie fossile, très bien. Mais si en fait ça vient juste, comme ça a été historiquement le cas, se rajouter aux énergies fossiles pour juste alimenter des data centers pour avoir ChatGPT sur nos smartphones, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut également limiter, et donc vraiment remplacer les énergies fossiles par de l'électricité, non pas que cette électricité vienne s'y ajouter. Donc ça c'est vraiment un point important. Et puis peut-être dernier point, rappeler que une fois qu'on a parlé des énergies fossiles, c'est pas tout. Il y a aussi d'autres gaz à effet de serre. Vous avez le méthane qui est émis par nos ruminants, vous avez le protoxyde d'azote qui est émis par les engrais azotés, vous avez les gaz des clims, justement, qui est un puissant gaz à effet de serre. Donc là, il n'y a pas vraiment de solution technologique, et là, on est plutôt en train de parler de changement des régimes alimentaires avec plus de protéines végétales, ou bien d'essayer d'avoir des engrais moins azotés, enfin une meilleure gestion de ces engrais-là, etc. etc. Voilà. Alors, tu as ouvert pas mal de sujets en parlant du nucléaire, justement, qui est une énergie assez nouvelle, qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est une énergie qui ne va pas durer dans le temps parce que les réserves d'uranium ne sont pas illimitées. Et je crois que le nucléaire, ça concerne à peu près 3% de l'énergie dans le monde. Et en France, on est à 14% et 75% de notre électricité. Après, le nucléaire soulève d'autres questions. Je ne vais pas les aborder, mais la gestion des déchets, et c'est une énergie qui coûte très, très, très cher. Après, c'est quand même une énergie quelque part qui vient du sol, l'uranium, mais on ne peut pas la qualifier d'énergie fossile. On a tendance à dire qu'elle est décarbonée, mais malgré tout, elle a quand même pas mal d'impact au niveau de notre dépendance énergétique et de la gestion des déchets. Et puis, tu as abordé au sujet de l'énergie solaire, la ferme en Chine de 750 km². C'est-à-dire qu'on utiliserait des terres agricoles qui, normalement, devraient servir plutôt à alimenter la population. On va neutraliser les terres agricoles. On a des sujets, justement, dans le Volvestre à ce sujet-là. Est-ce que c'est bon de faire des grandes fermes agricoles au lieu de centraliser des fermes solaires, au lieu de neutraliser des friches industrielles ou des toitures, où là on a aussi de la surface, mais c'est vrai que c'est plus intéressant de faire 750 km² de panneaux photovoltaïques parce que c'est des coûts d'installation, des coûts de gestion. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte, derrière, forcément il y a des sujets. Mais c'est vrai qu'en électrifiant, ça c'est une idée, enfin c'est vers ça qu'il faut aller et prendre l'énergie, comme je dis toujours, qui vient du ciel, l'eau, le solaire
et le vent, Et le et vent. non pas prendre ce qui vient de la terre, qui est nocif et qui pollue, et prendre l'énergie. Et on peut développer, avoir des panneaux photovoltaïques beaucoup plus performants, des éoliennes en mer, et utiliser tous les cours d'eau, les barrages et tout ça, pour faire de l'électricité à toute heure de la journée, parce que le solaire est dépendant du soleil. Mm, mm, Question suivante, pour limiter le changement climatique, tu évoques la sobriété. mm, mm. Et dans la société actuelle, parler de sobriété peut sembler utopique et inatteignable pour beaucoup d'entre nous. Comment commencer à changer nos habitudes de vie pour tendre vers cette sobriété? Et alors là, c'est la responsabilité individuelle qui peut agir, mais surtout, quelle est la responsabilité des gouvernements à ce sujet? Parce que le petit geste au quotidien, et je le dis sobrement, faire pipi sous la douche, c'est un bon geste, mais c'est pas ça qui va modifier fondamentalement le cours des choses, quoi. Oui. Je pense qu'il faut quand même toujours garder en tête, et je pense que tu me contrediras pas sur ce point-là, qu'il y a quand même, dès qu'on parle de sobriété, il faut prendre en considération de qui on parle et à qui on parle. C'est-à-dire que le potentiel de sobriété ou de modification du niveau de vie des classes supérieures, des classes les plus aisées, est très important, hein. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont un revenu très élevé, et je fais partie, j'en fais partie. Avec mon salaire, je pourrais me permettre de manger du rôti de bœuf tous les dimanches, d'aller passer des vacances en Thaïlande, de chauffer à 21 degrés ma maison, etc. Bon, à titre personnel, j'ai choisi de faire radicalement différemment, et je vis bien, je peux me le permettre. Mais là, on est en train de parler parfois de personnes qui n'ont pas vraiment le choix. Alors là, c'est plus de la sobriété, c'est de la pauvreté. Et donc, il faut bien être clair que quand on parle de la sobriété, on est en train de s'adresser avant tout aux gens qui peuvent réduire leur niveau de vie sans que cela soit un problème pour leur bonheur ou leur bien-être au quotidien. Et là-dessus, on a très clairement un volet politique très important. Et notamment, on peut penser à la limitation des salaires, à la limitation des revenus, du patrimoine, etc., qui sont des mesures qui allient justice climatique et justice sociale, puisqu'on sait que les gens, globalement, toutes les études montrent, et ça c'est vraiment au niveau mondial, on le voit dans les rapports du GIEC, que globalement, finalement, contrairement peut-être à ce dont on a l'impression, les gens sont relativement prêts à faire des changements de mode de vie pour limiter le réchauffement climatique. Mais par contre, il y a quelque chose auquel les gens sont vraiment allergiques, et ça c'est partout dans le monde, c'est d'avoir le sentiment que les mesures sont injustes. C'est-à-dire que les riches vont y échapper, que les riches vont continuer, tu parlais de jet privé tout à l'heure, etc. Et ça, les gens, du coup, ont l'impression que eux vont faire des efforts, mais qu'on ne va rien demander aux personnes qui sont les plus aisées. Et ça passe pas. On l'a vu on l'a vu bien entendu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, nous, on le connaît bien en France, mais il faut vraiment avoir en tête que l'épisode des Gilets jaunes a eu des répercussions internationales. C'est-à-dire les Gilets jaunes sont cités dans les rapports du GIEC comme l'exemple type de moment où en fait le fait de ne pas allier justice climatique et justice sociale fait que ça marche pas. Donc c'est vraiment sociologiquement très bien établi ce besoin de justice sociale qui accompagne la justice climatique. Donc ça c'est vraiment très important. Et donc au-delà, effectivement, comme tu le disais, au-delà de la sobriété individuelle, on est en train de parler de sobriété collective, c'est-à-dire qui doit être cette fois-ci organisée par le gouvernement. Donc là, on n'est plus en train de parler des petits gestes, on est en train de parler d'une politique globale qui vise à limiter la consommation, etc. Donc moi, ce que j'appelle, en tout cas à titre personnel, pour moi, la sobriété collective, c'est vraiment la politique de décroissance, c'est-à-dire on va limiter notre consommation dans le but de préserver les écosystèmes et le climat pour les générations futures. Et donc là, il y a un rôle très important des politiques pour essayer de faire ça. Parce qu'évidemment, les gens, quand on leur demande de faire des efforts individuels, en fait, ils disent oui, mais moi je vais faire des efforts, mais pas les autres, etc. Alors que si on est dans une société qui globalement valorise la sobriété, c'est-à-dire en limitant la pub ou en n'ayant plus de pub, en ne valorisant pas les produits de consommation, voire que certains produits dont on sait qu'ils sont néfastes sont tout simplement pas produits, etc. Ou en tout cas que la production de certains biens soit débattue collectivement, ce qui pour l'instant n'est pas le cas,
puisqu'actuellement la liberté d'entreprendre, hein, je le rappelle, est placée au-dessus de toutes les libertés, y compris celle de vivre dans un environnement sain. C'est-à-dire qu'une personne qui veut produire un objet complètement néfaste et inutile a le droit de le faire, les gens ont la possibilité de l'acheter. Donc ça, pour moi, c'est un problème que la liberté de commerce ou d'entreprendre soit placée au-dessus de la liberté de vivre dans un environnement sain. Donc oui, oui à la sobriété, et pas seulement la sobriété individuelle qui n'est pas, à mon avis, va pas assez loin. Il faut au contraire une organisation politique de la sobriété. Il faut réguler. Et c'est vrai que les détenteurs du capital culturel, du capital capitalistique, hein, les capitalistes utilisent toujours l'argument pour rallier le peuple à eux en parlant d'écologie punitive. Voilà, on envoie cet argument et les gens disent oui, ben, l'écologie c'est une punition, et comme du coup eux ça les dédouane, et ils renvoient le débat auprès de la population, et on l'a vu avec les ZFE, enfin cette mesure qui voulait limiter l'émission, enfin les vieilles voitures dans les villes, sans prévoir des modes de transport, enfin la personne qui n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture était forcément punie dans cette politique-là. Donc ils ont toujours cet argument. Tu fais partie aussi de la Técopole à Toulouse, un espace de réflexion qui cherche à structurer une communauté de chercheurs et chercheuses qui se reconnaissent dans l'écologie politique. Pourrais-tu nous expliquer en quoi cela consiste et pourquoi tu as choisi de participer à cela? Il nous reste 3 minutes pour conclure sur cette dernière question. Ok, ça marche. Juste rappeler que l'écologie, ce qu'on appelle l'écologie politique en France, souvent quand on prononce ces mots-là, on en fait allusion au parti écologique des Verts. Donc là, c'est pas du tout ça, c'est vraiment l'écologie politique au sens scientifique du terme, c'est-à-dire c'est une discipline scientifique qui vise à faire le lien entre ce qui arrive aux écosystèmes et la politique. Bon, par exemple, s'il y a un certain nombre de pollutions dans des rivières, c'est du fait de décisions politiques. Donc c'est vraiment l'étude des écosystèmes à travers le prisme de la politique. Donc c'est ce qu'on appelle, ça provient en fait du terme political ecology en anglais. C'est vrai qu'il n'y a pas cette nuance en français. Et donc là, on est en train de parler de cet atelier qui est né en 2018 et qui rassemble actuellement 300 scientifiques de la place toulousaine. Donc c'est vraiment considérable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des gens de toutes les disciplines, à la fois des sciences humaines et sociales et des sciences naturelles, qui se réunissent ensemble pour réfléchir aux enjeux écologiques. Et c'est extrêmement riche en fait d'avoir justement toutes ces disciplines qui réfléchissent ensemble à ce même objet. Parce que moi je suis physicien, bon, moi j'ai mon prisme initial quand je parle des enjeux climatiques, mais quand vous discutez avec des historiennes, des historiens, des sociologues, des agronomes, etc., ou des climatologues, on peut de cette manière-là réfléchir de manière plus riche. Et donc c'est vraiment intéressant d'être dans ce collectif pour moi pour cette raison-là. Et c'est aussi un collectif qui agit, puisque notre objectif c'est vraiment d'éviter de changer la trajectoire de notre société pour éviter d'aller dans le mur. Donc c'est un collectif de scientifiques en action et engagés auprès de la société. Par des formations, des interpellations dans l'espace public. On a fait beaucoup de textes, on a fait 2 ouvrages, Greenwashing et Green Backlash, qui sont sortis récemment. Et donc je pense que c'est vraiment... Donc j'invite les personnes qui sont intéressées à aller sur notre site web pour voir nos productions à ce sujet. Merci. Eh ben, merci beaucoup Julien pour avoir répondu à notre invitation sur ce sujet qui pour moi est essentiel parce qu'il en va de notre survie sur la planète Terre, mais aussi la biodiversité, et puis ça nous impacte tous directement. Et maintenant, il est l'heure de rendre l'antenne, et je rappelle que cette émission passera le 3 avril à 8h30 et à 18h30 sur 105, pardon, c'est 100... J'ai perdu, 105.1, Axe Sud, 105.1. La radio du Murtin que tout le monde écoute dans sa voiture, ou chez lui, ou chez elle. À très bientôt pour notre prochaine émission, pour le mois prochain.